La loi dit on est toujours exempté d'impôts sur les revenus qu'on a générés en dehors du territoire, mais là, on est obligé de déclarer ce qu'on a en dehors du territoire. Ça devait passer en juin 2025, et ils ont fait passer ça au janvier 2026. Tremblement de terre en matière de fiscalité en Israël. Si vous êtes Olim Hadashim, futur Olim Hadashim, restez avec nous. Ça va probablement vous concerner et vous intéresser au plus haut point. Pour en parler, nous avons un fiscaliste du cabinet comptable Dre Natco. Vous le connaissez bien, il s'appelle Nathanaël Cohen. Bonjour Nathanaël et Bonjour bienvenue. Cathy, merci. Alors, une loi est passée qui va tout changer. Un vrai tremblement de terre. Révolution. On parlait des 10 ans, tu connais les 10 ans d'Alia, on en a parlé peut-être 500 fois ici. Plusieurs fois sur cette antenne, 10 ans d'exonération fiscale pour tous les nouveaux On avait immigrants. l'habitude qu'une personne qui vit en Israël, qui reçoit sa Théoudat Olé, qui fait sa Alia, il a 10 ans d'exonération d'impôts et de déclaration d'impôts sur tous les revenus qu'il génère en dehors du territoire. Donc une personne vit en Israël, est tranquille pendant 10 ans. Et dans 10 ans, il commence à se réveiller. Il peut continuer à gagner de l'argent à l'étranger, hors des comptes. Il y en a même beaucoup qui sont toujours résidents fiscaux français. Ils s'en fichent. Pendant 10 ans, on est tranquille. Voilà. Alors, ça s'appelait d'ailleurs le Rock Leidou d'Alia. C'était la loi qui a encouragé la Alia. C'est Bibi qui l'avait sorti pour Milchen, un ami à lui, en 2008 à l'époque, rétroactif pour 2007, pour vraiment encourager les personnes, en sachant qu'on peut venir dans un pays et être exonéré pendant 10 ans, de déclarer sur ce qu'on a à l'étranger. C'est le seul pays. Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, le monde a changé. Il y a l'OCDE, il y a l'échange d'informations, il y a la transparence fiscale. Il y a aujourd'hui, on n'est plus dans une ère où on peut se permettre de ne pas déclarer. Je vais te dire un exemple, Cathy. Il y a eu le Global Forum de l'OCDE. C'est un forum de l'OCDE qui fait des vérifications en Israël. Il y a moins d'un an, ils sont venus en Israël. Ils ont vérifié toutes les lois qui passent en Israël. Et ils ont vu cette fameuse exonération de 10 ans d'impôts et de déclaration d'impôts. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ils sont devenus fous. Et ils ont dit, écoutez, Israël, vous avez jusqu'à l'année prochaine pour corriger cette loi, la modifier. Et si vous ne la modifiez pas, vous allez devenir un pays qui est blacklisté. Qu'est-ce que ça veut dire un pays blacklisté ? C'est dans la liste noire, c'est comme un pays africain, c'est un pays, comme si vous me dites aujourd'hui Trinité-Tobago. Essayez de recevoir un virement aujourd'hui de Trinité-Tobago, même à hauteur de 500 €, vous allez voir que vous ne pouvez pas le recevoir. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas confiance sur la provenance des fonds, on ne sait pas si ces fonds ont été payés, s'il y a eu des impôts qui ont été payés là-dessus. Donc Israël ne peut pas se permettre aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui Israël, c'est un des leaders de la tech, c'est un des leaders de l'export en technologie. Donc Israël, à partir du moment... Je vous donne un exemple tout simple. Tous les Français qui viennent en Israël, à 60-70%, ils continuent à travailler en France. Il n'y a aucun problème. Ou alors ils ont des accointances avec la France, des relations commerciales. Les call centers qu'on connaît tellement bien. Les call centers, c'est quoi ? C'est un effectif en Israël qui essaye de placer des rendez-vous pour des installations en France. Par exemple. Mais à la fin, le call center, pour payer ses employés, il doit bien recevoir de l'argent de l'étranger, de France. Bien sûr. Si Israël est blacklisté, quand la France va faire un virement, elle va plus faire un virement 100 000 €, 100 000 €. Elle va dire, c'est un pays blacklisté, je prends un impôt à la source automatiquement. Comme on ne peut pas lui faire confiance à ce pays, donc je vais prendre par exemple, dans l'exemple, 30%. Donc au lieu d'envoyer 100 000, je vais envoyer 70 000. Et après, c'est à toi de me prouver. Mais bon, c'est après, impossible, ça de prouver que tout l'argent me revient. Administrativement parlant, sur tous les 30. Bon. Ça paraît très dangereux, surtout pour Israël. J'imagine que ce n'est pas tombé, on va dire, entre les chaises, puisque la loi, apparemment contraint et forcé par ce forum de l'OCDE, a changé. La dernière fois que c'était passé et que ça avait fait un chamboulement, c'était quoi ? J'étais d'ailleurs sur ce plateau, on était les premiers à en parler. L'échange d'informations. Et c'était il y a plusieurs années, c'était il y a 5 ans. Depuis l'échange d'informations, il n'y a jamais eu une loi qui a été aussi révolutionnaire que celle-ci par rapport à Israël. Mais jusqu'aujourd'hui, vous allez me demander, mais pourquoi Israël maintenant accepte ? Israël, on en parle beaucoup de cet échange, cette exemption qu'il faut laisser passer parce que c'est contraire à l'ère dans laquelle on se trouve. Mais jusqu'aujourd'hui, Lieberman, il avait des amis russes, on va dire ça comme ça, il s'opposait. Il y avait un poids dans le gouvernement qui est président israélien. de la commission des finances à la Knesset, pour les Haredim, il s'opposait. Il pouvait se permettre de s'opposer. Mais quand t'as le CDE derrière, Cathy, qui te fait un ultimatum et qui te dit, si tu la fais pas passer, t'es blacklisté,
Ah, tout le monde se plie. Mais c'est important de le préciser parce qu'on m'a souvent dit on en parle, mais ça va pas passer. C'est passé en troisième lecture. Hein. Troisième lecture, c'est que tout le monde a approuvé. Le ministre des Finances et le président de la commission des Knesset. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour l'Olim Hadashim? C'est un vrai changement. Mais par contre, ils ont été sympas sur une chose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être clair quand même. Il y a toujours une exonération d'impôts. Donc, ça existe toujours. Sur les revenus qu'on génère en dehors du territoire. Bien sûr, mais il faudra déclarer ce qu'on a en dehors du pays. Donc, ils ont été sympas sur une chose, c'est que ça devait passer en juin 2025, et ils ont fait passer ça au janvier 2026. Alors, la loi dit quoi exactement? Pour que ce soit clair pour tout le monde. La loi dit on est toujours exempté d'impôts sur les revenus qu'on a générés en dehors du territoire, mais là, on est obligé de déclarer ce qu'on a en dehors du territoire. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire quoi, déclarer ce qu'on a en dehors du territoire? Simple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire moi, j'ai rien à me reprocher, qu'est-ce que je m'en fous? Exact, j'ai rien de spécial, voilà. Ok, jusqu'aujourd'hui, quand on dit sous le radar, c'était vraiment sous le radar pendant 10 ans. Parce que comme on ne déclare pas, Israël va pas commencer à fouiner avec les administrations étrangères qu'est-ce qu'on a en Israël, qu'est-ce qu'on n'a pas en Israël. Mais maintenant, à partir du moment où on est obligé de déclarer ce qu'on a en dehors du territoire, une personne qui a, je vais te donner un exemple tout simple, et il y a beaucoup de personnes qui vont s'identifier à ça. Une personne qui a une société en France. Quasiment la plupart des personnes qui font leur alia, ils gardent leur société. Ils distribuent des dividendes. Selon la convention entre Israël et la France, à partir du moment où tu n'es plus français et tu deviens israélien, tu n'es imposé qu'à hauteur de 12,8% d'impôt à la source sur les dividendes. Au lieu d'être imposé à 30, selon le droit français, t'es imposé à 12,8 et tu complètes dans le pays où tu te trouves. Mais comme je suis dans les 10 ans d'Aliyah, j'ai rien à compléter. Mais là, Israël, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder les personnes qui gagnent pas mal d'argent ou qui se distribuent les dividendes. Parce qu'en principe, une personne qui distribue les dividendes, c'est une personne qui gagne de l'argent. Donc elle va regarder. Elle va dire, OK, celui-là, il m'intéresse. Il s'est distribué à hauteur de 12,8, on est dans la loi. Mais Israël va dire, attends, cette exonération d'impôt, là, je parle pas de déclaration, d'impôt, elle concerne les revenus qu'on a générés en dehors du territoire. Mais peut-être que ces dividendes qui s'est distribués en France, c'est pas vraiment des dividendes, c'est peut-être un salaire, c'est peut-être un travail qu'il a fait d'Israël. Donc Israël va se permettre de filtrer les clients et de dire directement, celui-là, je vais le taper et celui-là, non, excusez-moi pour le terme. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette nouvelle loi, Israël a un droit de regard sur ce que les gens font à l'étranger. Donc c'est très compliqué. Il vaut mieux être, on va dire, d'équerre. Donc ça veut dire quoi quand on dit obligation de déclarer ce qu'on a à l'étranger? Ça veut dire tout. Là, on a parlé des dividendes, mais ça veut dire aussi on a parlé d'un dividende, on peut parler d'un retraité aussi. Des retraites? Un retraité, une personne de 70 ans qui est venue en Israël faire sa alia, il a une retraite. En France, on sait qu'elle n'est pas imposée parce que il est plus résident français. D'accord. En Israël, il n'a pas besoin de déclarer pendant 10 ans. Mais là, Israël va te dire, une chose qu'on n'avait pas besoin de faire, c'est la déclaration concrète. La déclaration en elle-même s'appelle le document 1301 des impôts. C'est une déclaration qui te dit, qu'est-ce que j'ai gagné? Tu m'as dit placement, t'as raison. Les placements financiers à l'étranger, c'est très important, il y a des plus-values là-dessus. Israël va dire, très bien, je t'impose pas, mais déclare-moi. À partir du moment où Israël te dit, déclare-moi. Donc, le retraité qui est venu en Israël, qui avait rien besoin de faire pendant 10 ans, là, il doit aller voir un expert comptable. Et il doit lui dire, écoute, j'ai gagné tant de retraite, j'ai tant de plus-value. C'est vrai que je suis pas imposé, mais il faut que tu me le déclares. Et on rentre dans un système, un processus de déclaration, chose qu'on n'avait pas besoin de faire avant. Bon, c'est pas forcément grave, mais enfin, si on a des choses à cacher, c'est pas génial. C'est pas forcément grave pour les personnes, on va dire. Venez vraiment, on fait l'élimination. Un retraité qui a une retraite de 1 000, 3 000, 4 000 euros, on s'en fiche. Un type qui a un placement financier en Suisse, qui a un portefeuille à 100 000, 200 000, 300 000 euros, on s'en fiche. Qui sait que ça va embêter? Cathy, il faut pas oublier. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'Alia. Tu sais que j'ai pas mal l'habitude quand même de voir les personnes qui font la Alia. La nouvelle génération, c'est plus les personnes de l'époque de 70 ans qui viennent en Israël et qui avaient entre guillemets caché des comptes. Là, aujourd'hui, c'est des types qui sont dans le high-tech, qui ont 30, 40 ans, qui peuvent faire du télétravail. Pourquoi pas venir en Israël au lieu de partir en France? Je pars 5 jours par mois en France. Et là, à partir de maintenant, je travaillent à partir d'Israël et non de France. Et ces personnes-là peuvent avoir une exonération sur les jours où ils sont en dehors du territoire, etc., etc. Donc ils ont pas mal d'avantages. Mais à partir du moment où ces personnes-là deviennent comme tout
tout contribuable israélien, même sur les jours où il passe en dehors du territoire, qu'on exonérait automatiquement, Israël peut dire, attends, je peux voir le bilan de ton employeur. C'est pas une obligation de payer, il n'y a toujours pas d'obligation de payer, c'est juste une obligation de déclarer, mais cette obligation de déclaration donne accès à l'administration fiscale à tout votre patrimoine et à des requalifications éventuelles. On va dire en un mot, et ça va tout résumer, Israël a trouvé le moyen d'avoir des leads. Des leads. Tu sais c'est quoi des leads? C'est des clients potentiels. Israël, c'est dans les clients potentiels. Quand tu fais une pub et un type te dit, t'es gestionnaire de patrimoine, et un type te dit, j'ai 1000 € à placer, tu vas dire, bon, celui-là, il m'intéresse pas. Un type te dit, j'ai 500 000 € à placer, celui-là, il m'intéresse. Là, Israël, et on sait comment ça se passe d'un point de vue technologique. On peut filtrer, on peut vraiment avoir un regard sur tout. Donc là, Israël va dire, dans toute cette clientèle, et moi, Cathy, j'ai des clients en bureau qui perçoivent 2 millions d'euros par mois, mais qui sont complètement en règle. Ok, alors, on a compris le gros. Maintenant, je voudrais qu'on se focalise sur les solutions. S'il y en a, d'abord. Si la loi passe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contourner cette... Bon, déjà, premièrement, les personnes qui prévoient la LIA, même s'ils n'ont rien à cacher, ils ont tout intérêt. S'ils comptent faire la LIA dans l'année ou dans les 2 prochaines années à venir, à le faire. Faites-le avant janvier 2026. Comme ça, il n'y a ni obligation de déclaration, ni obligation imposition. On est tranquille. Okay. Maintenant, pour toutes ces personnes-là, on vraiment recommande, parce que je suis pas le ministère de la LIA, et j'ai aucun intérêt vraiment, au contraire, j'ai intérêt que les gens viennent en Israël, mais je parle d'un point de vue objectif, les personnes qui viennent en Israël, ils ont tout intérêt à venir. Maintenant. Mais attends, mais quand je te dis maintenant, Cathy, tu vas me dire, c'est quoi la date d'Alia qui est prise en compte? C'est la date qui est inscrite sur la Teudat Olé. Tahrir Kabbalat Mahamad. Oui, on a compris. Donc ça, c'est la première des solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Deuxième solution pour les personnes qui viennent et qui vont quand même... Ils font des allers-retours, on va dire. Monsieur tout le monde qui est retraité, qui vient en Israël, qui a ses enfants en France, qui a ses petits-enfants en France, et que sa femme ne veut pas être emprisonnée ici en Israël. Quand ils viennent en Israël, ne pas suffire de venir en Israël. Ne pas suffire de la date d'Alia, en fait. Qui est inscrite sur la Teudat Olé. Mais d'établir, par exemple, de faire un Masoul Yarok. Un Masoul Yarok, c'est un circuit vert. C'est une possibilité que les impôts nous ont donnée de pouvoir déterminer quelle est la date à partir de laquelle les 10 ans vont commencer. Maintenant, c'est très important de déterminer cette date. Oui, parce que la date... Parce que les 10 ans, c'est quoi les 10 ans? À l'époque, les 10 ans, c'était 10 ans de tout. Aujourd'hui, les 10 ans, t'es venu après 2026, c'est 10 ans d'impôt. T'es venu avant 2026, c'est 10 ans également de déclaration. Donc, c'est très important de mentionner. Il y a eu pas mal de réformes encore. On va pas rentrer dans ça. Non. Mais que les impôts peuvent requalifier quelle est la date d'Alia ou non. D'accord. Donc, Masoul Yarok, ça protège. Ça, c'est pour les personnes qui partent par mal. Voilà. Une autre, je peux te dire également, pour les personnes qui vont venir en Israël, encore une fois, c'est très important de préciser. Quand je parle des personnes qui viennent en Israël, c'est les personnes qui disent au revoir à la France. C'est pas les personnes qui continuent à rester résidents fiscaux français. D'accord, ça c'est très important. Il faut informer le fisc français de votre déconnexion fiscale. Vous avez informé le fisc français, vous êtes venu en Israël. Mais le nombre de jours vous angoisse, ne vous angoissez pas. Le nombre de jours où vous restez sur le territoire. Maintenant, même si une personne reste 4 mois en Israël, Cathy, mais qu'il est 3 mois là-bas, 2 mois là-bas, il est retraité, il a le droit de profiter, il a le droit de voir ses petits-enfants, il a le droit de tout. Vous n'êtes pas emprisonné avec le nombre de jours. Mais si votre centre de vie est en Israël, alors faites un certificat de résidence fiscale. Tous les mois? Tous les ans. Tous les ans. Le certificat de résidence, c'est for tax year, pour l'année 2023, 2024, 2025. D'accord. Donc ça protège. Pendant les 10 premières années. Au moins, ça protège. Ça protège et ça solidifie notre résidence fiscale. Voilà. Donc, en gros, soit faire l'alliance avant 2026, soit avoir le Masoul Yarok, et soit avoir un certificat de résidence chaque année. Mais une personne qui vient 365 jours par an et qui a pas de problème, eh ben, ne faites rien. D'accord. Juste pour conclure, parce que on va quand même rassurer tous ceux qui nous écoutent, c'est quand même pas pour tout le monde. L'inquiétude ne doit pas être pour tout le monde. L'inquiétude n'est pas pour tout le monde, mais les tracas administratifs seront maintenant pour tout le monde. Parce qu'une personne qui n'a rien à se reprocher et qui dort tranquille et qui n'avait rien à faire, il doit aller voir un comptable, il doit faire un bilan, il doit faire un truc, chose qu'il n'avait pas besoin de faire. Voilà, bon, en même temps, on prend l'habitude pour les... Mais d'un autre côté, c'est peut-être bien, parce que les banques, à partir du moment où on a déclaré, on sait à quel point les banques sont réticentes aujourd'hui, avec les Olim Khadashim. À partir du moment où la personne déclare et a fait un bilan et a un avis d'imposition, etc., les banques seront également aussi rassurées de savoir que cette personne est en règle. Voilà, exactement. Voilà, qu'il n'a rien à cacher. En tout cas, merci beaucoup, Nathanaël Cohen. Avec plaisir, Cathy. À très bientôt. Merci.